Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur le match nul 2-2 hier soir au Parc des Princes. Les valeureux Brestois ont rattrapé les Parisiens qui ont été très frustrants, notamment sur la deuxième mi-temps qu'ils ont complètement lâché. Ils se sont arrêtés de jouer, il n'y a pas d'autre mot et c'est un manque de respect total pour le football, les supporters, l'adversaire, le championnat, l'entraîneur et même un manque de respect pour eux-mêmes en fait. Pourtant, la première mi-temps était assez réussie, je trouve. Des individualités étaient excellentes sur certaines séquences. Asensio, Vitinha fait vraiment une première mi-temps de haute volée. Barcola, bien sûr. Et en seconde, tout le monde sombre. Personne ne prend le leadership, quel qu'il soit. Le leadership par la parole. Je rappelle qu'hier, le brassard était au bras d'un joueur qui négocie avec le Real Madrid. Le leadership technique, puisque c'est peut-être ce dont on a le plus besoin en ce moment, quand on se fait un petit peu tanguer, surtout dans une équipe qui veut le contrôle. C'est le mot d'ordre de Luis Enrique en fait. Tu veux du contrôle, mais je suis désolé, je vais paraître caricatural. Tu as fait partir le meilleur joueur de ton effectif pour justement garder le ballon, imposer le tempo à l'adversaire, à savoir Marco Verratti. Je ne dis pas qu'il faut faire revenir Marco Verratti, je prends cet exemple pour un petit peu caricaturer, grossir le trait de Luis Enrique qui est arrivé avec son idée de contrôle, qui a fait des choix un petit peu bizarres et qui aujourd'hui se plaint qu'on perde le contrôle, alors que tes forces en présence à l'été étaient plus fortes dans cette dimension que celles que tu as actuellement. Enfin, je suis désolé, aucun joueur hier, et on va les éplucher chacun, a pris le ballon et a dit à Brest, écoute, tu vas te détendre, t'es derrière nous au classement, ton budget est 10 fois inférieur à nous, sur le papier on est meilleur que toi, on va dicter le tempo et tu vas arrêter de nous mettre un petit peu la tête à l'envers. Voilà. Et puis, bien sûr, la passivité incroyable sur la séquence du deuxième but, on est à 6 contre 3 dans notre propre surface de réparation. Personne ne bouge et on se fait manger totalement. Et dans les 6, j'inclus pas Donnarumma, ce qui est quand même assez délirant. Je commence par notre entraîneur Luis Enrique et sa communication qui pourrait rapidement se retourner contre lui. Comme je l'ai dit, il est arrivé, première conférence de presse, on s'en souvient, il parle que de l'équipe. Il dit il faut donner du plaisir aux supporters, il faut faire du spectacle tous les week-ends, et c'est l'équipe. Quand il y a les questions sur Neymar, sur Mbappé, il botte en touche, il ne les cite pas nommément, il parle de l'équipe. Voilà, c'est tout. Ensuite, il dit donc son idée de contrôle qui est le fil rouge, malgré les systèmes qui ont évolué à de nombreuses reprises depuis l'été. Le problème, c'est que, on le sait, il déteste les journalistes, voilà, et sa communication aujourd'hui est assez concise. Or, on va développer quelques points qui pourraient rapidement se retourner contre lui. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé hier pour que j'en vienne là dans cette vidéo ? Il a été déjà peu bavard. Comme d'habitude, quand il est face aux journalistes, c'est une tendance générale et de fond. C'est vrai qu'il ne répond pas vraiment aux questions et quasiment chaque semaine, il y a un journaliste qui se mange une réponse ironique, voilà, mais pas sans mépris, voilà. Alors hier, bon, il dit on a perdu le contrôle. Thibaut Leroy lui dit pourquoi ? Il lui répond c'est du foot, c'est pas du basket. Sur un ton, pardonnez-moi, moqueur avec les journalistes comme d'habitude. Et en plus, la comparaison avec le basket est assez bancale, hein, puisque la notion de contrôle dans le foot et le basket, je suis pas sûr que tu puisses les comparer en fait. Parce que évidemment au basket tu dois tirer, donc potentiellement rendre le ballon toutes les 24 secondes en fait. Donc au-delà de la comparaison qui est un peu stupide si on s'intéresse aux deux sports, sans regarder, juste dans les règles en fait, comme j'ai dit, j'ai pas trop aimé ce ton un peu moqueur comme d'habitude, où il développe pas vraiment. Et puis alors, il y a aussi quelque chose qu'il utilise tout le temps pour faire passer la pilule, c'est valoriser l'adversaire. Alors ça c'est très bien. Ça c'est très bien, on l'a répété depuis des mois, il travaille ses équipes, on le voit, il connaît ses adversaires en Ligue 1, c'est une énorme différence avec Pochettino qui est arrivé en touriste sans connaître et le contexte du PSG et le contexte de la Ligue 1 qu'il ne regardait pas. Là, Luis Enrique et son staff travaillent vraiment. Chaque week-end, on ne peut pas leur enlever ça, il y a toujours des petits ajustements et tout ça. Le problème, c'est que les équipes, comme je disais plus tôt, quand elles ont 10 fois moins de budget que toi, que évidemment tu te dois de les gagner et que tu perds le match parce que c'est toi qui as perdu le fil et pas l'adversaire qui t'a imposé cette perte de fil, c'est un peu compliqué quoi. Et à un moment donné, tu peux le faire en conférence de presse d'avant-match, hein, parler de l'adversaire et tout ça, mais après le match, ça me paraît un peu léger quand on demande d'expliquer ta défaite, de dire que t'es tombé sur une bonne équipe. Alors, on le sait que Brest est une bonne équipe, mais pardonnez-moi, le PSG devrait quand même les gagner et surtout pas faire la deuxième mi-temps qu'on a fait, surtout que on arrive quand même aux échéances cruciales
pour la saison. On n'observe pas vraiment de montée en puissance depuis le début de l'année 2024, malgré évidemment les blessures, les machins, les absences, c'est vrai. Mais de l'autre côté, j'aimerais quand même voir un petit peu plus de travail, de maîtrise en fait, dans cette équipe qui hier a été complètement apathique. Et le problème, c'est qu'à la différence des autres années, et encore une fois, je précise, je ne veux pas réhabiliter le PSG de Messi et Neymar qui était tout aussi, voire selon moi, plus détestable que celui-là. Mais le problème, c'est que Messi et Neymar, tu peux tout dire. Ils pouvaient faire des matchs horribles, ils allaient te les débloquer tout seuls. Messi contre Lille, contre Troyes, contre machin chouette. Là, hier, en deuxième mi-temps, t'as personne qui peut faire la différence tout seul. À part Mbappé, t'as personne en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Alors, pour revenir sur Luis Enrique. Bien sûr, il déteste les journalistes. On le savait avant qu'il arrive. Il avait créé sa chaîne Twitch pour les éviter lors de la Coupe du Monde 2022. Il les déteste même depuis sa carrière de joueur. Déjà, à ce moment-là, il avait des antécédents avec eux. Mais le problème, c'est que les journalistes, t'en as besoin pour ta réputation. Moi, je suis désolé, les gens qui vont me dire « Ah ouais, c'est super, Luis Enrique, il rembarre les journalistes, il les méprise, trop bien, on les déteste, ces journaleux, ils font que des fake news. » Pardonnez-moi, je trouve ça un peu limité, quoi. Le problème, c'est que les journalistes, c'est les relais entre l'entraîneur et le public. À un moment donné, quand tu leur parles à eux, tu parles au public. Et puis surtout, les journalistes, ils font des articles qui influencent le public, quoi qu'on en dise. Parce que le public qui nous dit « Ouais, il les méprise et tout ça », c'était les mêmes qui l'année dernière, quand Dominique Sévérac faisait toutes les semaines son article sur la vie extrasportive de Neymar, ah bah là, il pompait les paroles de Dominique Sévérac. Mais par contre, quand il fait les infos mercato ou quand ça va pas dans leur sens, ah bah non, c'est la fake news, c'est le journaleux. Donc à un moment donné, les journalistes, ils font des articles. Les articles, ils sont pas sans fond. Voilà, il y a quelqu'un au sein du club qui parle. Encore plus au PSG. C'est ça qui est encore plus fou, c'est que les supporters parisiens, je pense, plus que tout autre supporter en Europe, devraient vraiment fermer sa bouche par rapport aux journalistes. Pourquoi ? Et ceux qui regardent la chaîne souvent doivent se dire, mais là, il a pété un plomb. Parce que les journalistes, il n'y a pas une vidéo où on leur met pas un tacle. Pour leur incompétence, pour le fait qu'ils soient porte-parole. Mais justement, ils sont porte-parole du club parce que au sein du club, on leur parle. Le PSG, plus qu'aucun club en Europe, parle à toute la presse partout. Même en Angleterre, on a les relais, là, Nasser, tout son entourage à Londres, ils parlent à les Jacobs Ben et tout ça. Donc à un moment donné, il faut aussi voir, les journalistes font leur papier, et l'exemple parfait, c'est Tourelle. Tourelle qui parlait quand même plus que Luis Enrique. Je veux pas réhabiliter Tourelle, mais c'est vrai que Tourelle parler un peu plus aux journalistes, et est venu le moment où il se les est mis à dos, en leur faisant des déclarations comme celle de Luis Enrique actuellement, moqueuses, mais pas moqueuses en fait, c'était de l'énervement, c'était pas de la moquerie, c'était plus de l'énervement, de la fatigue aussi du contexte parisien, puisqu'il l'a dit, il l'a avoué lui-même a posteriori, et le problème c'est que les journalistes, Tourelle se les est mangés en pleine tête, parce que la fin d'année 2020, avant qu'il saute, évidemment que tous les articles qui avaient été faits à ce moment-là, tout ce qui se disait sur les plateaux télé, ça a eu de l'influence. Vous pouvez pas le nier, en fait. Voilà. Donc, Luis Enrique, il a sûrement des garanties de la direction sur le fait que il restera jusqu'à la fin de son contrat, que peu importe l'élimination, quand est-ce qu'elle arrivera cette année, il restera l'été prochain. Mais je rappelle aussi de l'autre côté que notre direction, elle parle beaucoup aux journalistes. Mais elle écoute aussi ses supporters. Nasser, il y a 2 ans, il voulait faire son groupe WhatsApp là avec les super supporters. Alors je sais pas qui c'est. Malik Bentala qui fait ses imitations, DJ Snake qui fait les concerts. Comme s'ils avaient des compétences pour parler de football. Moi, je les adore dans leur domaine. Mais je vois pas en quoi ce serait eux qui influenceraient une direction sportive. Quand ils nous avaient sorti ça, là, ça me rappelle ça. C'est exceptionnel. Quand ils nous avaient dit qu'ils voulaient faire un groupe de super supporters. Non mais moi, j'aurais rêvé voir à qui ils faisaient référence quand ils disaient ça. Mais tout ça pour dire que notre direction est quand même populiste, on va pas se mentir. Je veux pas donner de dimension politique à ce terme. Populiste dans le sens où ils écoutent les supporters en fait. Et il y a une politique qui actuellement a quand même été montée pour faire plaisir aux supporters. Les trucs de Île-de-France, machin chouette, le centre de formation, on va pas se mentir les gars. C'est du populisme footballistique, pas politique. Je veux pas d'ambiguïté sur les sujets, mais donc il ferait
Attention, Luis Enrique, de contenter les supporters, parce que s'il se met les supporters à dos, que sur les réseaux sociaux ça commence à y aller, et tout ça, et que ça va, enfin il n'y a pas trop de limites, hein, puisque l'année dernière c'est aller au domicile des joueurs et tout ça, ça peut vite se retourner contre lui. Hein. Je rappelle que, à la différence de Pochettino, qui lui pareil avait une communication comme ça, Pochettino, lui, il en a pris plein la gueule dans les médias. Et Pochettino, il avait quand même une assurance vie, c'est que c'était un ancien joueur du PSG. Ça joue quand même pour les supporters, en fait. Tu vois, ce côté un peu qu'il avait avec le club. Alors que Luis Enrique, bon, c'est l'entraîneur de la remontada, quoi. Attention à tout ça. Il doit des explications aux supporters, surtout que son équipe a beaucoup évolué depuis le début de la saison. Hein. On avait démarré avec le 3-4-3, pardon, avec un carré au milieu qui, au final, ressemble un peu à celui d'aujourd'hui, même si je trouve que celui d'aujourd'hui est plus large. Ensuite, on a eu le 4-3-3, petit ajustement sur les matchs contre Lyon, par exemple, contre Lens. Ensuite, le rôle très excentré de Vitinha, rappelez-vous. Le 4-2-4 à Newcastle. Newcastle, c'est un exemple intéressant, parce qu'à ce moment-là, en fait, il s'est déjà mangé des murs des journalistes. Rappelez-vous, Daniel Riolo, comment il a été dur envers Luis Enrique dans le traitement du match contre Newcastle. Alors moi, j'écoute jamais Daniel Riolo, mais on sait très bien que malheureusement, c'est le journaliste le plus écouté de France. Donc forcément, Daniel Riolo, sur ce qu'il a dit face à Newcastle, ça a infusé dans la tête de supporters. C'est automatique, les gars, on va pas se mentir. J'ai l'impression de faire une analyse sociologique. Bref, mes études dégorgent sur les vidéos. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que contre Newcastle, Luis Enrique, il avait pris la posture comme quoi son plan de jeu, c'était le bon. Sans développer, en fait. Il disait, moi, je suis convaincu, c'était le bon plan de jeu, j'ai re-regardé le match, mais il n'a pas développé. Et c'est ça qu'on attend de lui, des explications, parce qu'à un moment donné, les postures, ça va 2 minutes. Aujourd'hui, on a le 3-3-1, avec Barcola qui s'est installé dans le 11. C'est très bien d'avoir une équipe qui dépasse les individualités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la structure, c'est toujours la même, peu importe les joueurs. Mais le problème, c'est que les ajustements, ils sont très fréquents, quasiment tous les week-ends. Et il faut les expliquer, parce qu'à chaque fois, ça relève un peu de la micro-tactique, de choses. Honnêtement, faut regarder les matchs. Je pense que pour comprendre Luis Enrique, faut être comme vous et moi, en fait. Faut être comme vous et moi. Faut regarder les matchs, déjà. Faut peut-être même les re-regarder une deuxième fois. Faut prendre le temps d'aller sur YouTube pour voir ma sale gueule pendant 20 minutes, vous expliquer comment machin chouette. Hein. Donc ça, on parle de supporters qui sont investis, de supporters qui sont tous les jours dans la vie du club. Mais les supporters qui ont un travail, les supporters qui regardent juste le match, qui ne lisent pas la presse, qui ne vont pas sur YouTube, qui n'écoutent pas la radio, à un moment donné, ils regardent juste le match. Ils ont droit aux commentateurs pendant tout le match qui racontent n'importe quoi. Et ensuite, l'après-match, avec Luis Enrique qui se présente. Donc, évidemment que lui doit apporter des justifications. Après, c'est vrai que de l'autre côté, il peut y avoir des petits soucis de compréhension chez les supporters aussi. Hein. Par exemple, le match contre Orléans, rappelez-vous, les commentateurs qui se plaignent que le PSG ne prenne pas de risque, mais le problème, c'est que le match contre Orléans, typiquement, ça, c'est un bon match de Luis Enrique, où t'as pas perdu le contrôle. T'as usé l'adversaire, t'as mis 3 buts en fin de match pour faire ton score. Bon, t'en as encaissé un, c'est dommageable, mais t'as ouvert le score rapidement, t'as été très sérieux. Et puis, entre les deux, pourquoi prendre des risques pour aller chercher un adversaire alors que t'es en Coupe de France, tu mènes, bon, t'es tranquille. C'est la philosophie de Luis Enrique, en fait. Tu vois, les commentateurs, machin. Typiquement, un truc qui va infuser dans la tête des supporters parce que Joss et Bravo racontaient ça à la longueur du match. Alors qu'en réalité, Orléans, pour le PSG de Luis Enrique, c'est un bon match. C'est un bon match aux yeux de Luis Enrique et de sa philosophie. Bon, bref. Donc voilà, il est borné avec les journalistes, peut-être aussi avec ses joueurs. Hein. J'insiste avec Mukiele, franchement pas titulaire et qui rentre pas. Je suis désolé, mais j'ai pas bien compris. Alors il y a l'histoire qu'il avait passé des tests à l'hôpital parce que la semaine dernière, avant Orléans, il a pris un ballon dans la tête. Est-ce que c'est une blessure diplomatique ou pas vis-à-vis de son potentiel départ qui aujourd'hui n'est plus du tout d'actualité? Franchement, Mukiele, il peut t'apporter dans les airs, il peut t'apporter au duel, il peut très bien verrouiller un côté, à gauche comme à droite, s'il l'a fait quand même en première partie de saison. Mukiele, je veux bien, mais à un moment donné, Beraldo a quand même été en grande difficulté au duel hier. Pourquoi ne pas avoir fait rentrer Mukiele ou pas l'avoir titularisé? Bon, c'est un choix qui est quand même très très discutable, hein, plus que celui d'Ugarte. Alors, revenons un peu sur déjà Zahir Emery. Zahir Emery, bien sûr, hier j'ai mis en avant le fait que c'était probablement son meilleur match en tant que latéral droit.
Peut-être sa meilleure mi-temps, puisqu'en seconde, il a un peu sombré comme tout le monde. Mais il y a eu des éclaircies. Et bien sûr, il faut mettre ça en perspective avec le fait qu'il était isolé sur notre côté faible. Hier, le jeu penchait à gauche. Mais le problème, encore une fois, avec Luis Enrique, c'est que il est mignon avec sa philosophie qui vise à donner le ballon le plus rapidement possible aux ailiers, très excentrés, qui vont aller chercher le 1 contre 1 et le dribble. Donc la différence va se faire sur le côté. Mais le problème, c'est que, à aller t'enfermer comme ça sur le côté, tu en oublies l'axe, encore une fois, le jeu intérieur, mais ça, on le dira tout le temps, tu peux, plutôt que d'aller dribbler, faire un 1-2 avec un milieu de terrain qui se projette. Voilà. Ensuite, pour nos ailiers, ça c'est une considération pour nos ailiers, en ce moment, il n'y a personne qui déborde derrière eux, en fait. C'est-à-dire que Dembélé, quand il repique dans l'axe, Hakimi, il déborde, il dédouble. Warren ne fait pas ça. Beraldo encore moins. Donc aujourd'hui, en fait, nos ailiers, c'est difficile à dire parce que Barcola sort d'un excellent match, mais il est dans des dispositions qui, pour un ailier, sont pas bonnes, en fait. Sont pas bonnes. Il n'y a personne qui dédouble. Au milieu de terrain, il n'y a pas vraiment de solution, ça travaille pas trop. Quoique, là-dessus, contre Toulouse, Barcola s'était bien connecté avec Lee. Là, Barcola s'est bien connecté avec Asensio. En plus de sa bonne relation avec Mbappé, on se souvient au début de saison, ça marchait plutôt bien les deux. C'est vrai que Barcola est plutôt un joueur collectif qui réussit à créer des complémentarités. Mais donc voilà, sur les côtés, à trop t'isoler en fait, tu mets tes joueurs dans des dispositions qui sont pas très agréables pour eux en fait. Voilà. Et donc Zaïre Emery, tu peux aussi développer les associations axiales où il toucherait beaucoup plus de ballons, où il serait amené à faire beaucoup plus de différence. Mais bon, c'est vraiment dommageable. Danilo, c'est dommage parce que sa première période, elle est bonne. Je note que même malgré sa première bonne période, alors la seconde, elle est très mauvaise, il est impliqué sur les 2 buts, mais la première, elle est bonne et malgré ça, il y a des duels aériens qui sont perdus. C'est à noter parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui est vraiment très très propre dans les airs. Vu toutes nos difficultés, Beraldo, visiblement, enfin, les airs, c'est pas son point fort. Et puis, j'ai quand même... Hier, le match m'a posé de sérieux doutes sur sa capacité au duel en Ligue 1. Dans ce championnat un petit peu rugueux, avec des attaquants rapides, je le vois en difficulté. Après, avec ballon, il est très intéressant. Il a du ballon, et c'est probablement top 3, voire peut-être top 2, avec Lucas Hernandez, des défenseurs qui, cette saison, ont pris le plus de responsabilités. J'inclus pas Hakimi, bien évidemment, qui lui est plutôt latéral relayeur. Vous connaissez un petit peu ce rôle hybride. Lucas Hernandez, moi j'ai plutôt apprécié. Alors au début de match, il a eu besoin d'un temps d'adaptation, mais après il a été assez sérieux, même si en deuxième, sur un but, je crois qu'il se fait prendre par un dribble. Il est plutôt sérieux, intéressant. Moi j'aime bien sa capacité à aller fixer l'adversaire, porter le ballon le plus haut possible. C'est vrai que par la passe, c'est pour ça qu'il serait plutôt complémentaire avec Marquinhos. C'est vrai qu'on demanderait à Marquinhos de pas trop s'aventurer, de jouer plus de son jeu de passe, et à Lucas Hernandez d'aller fixer en fait. Bon, en gros, ce serait la charnière Marquinhos-Kimpembe, quoi, en fait. À la relance, je parle, parce que Kimpembe a aussi un profil différent de Lucas Hernandez dans l'activité défensive. Marquinhos, qui justement, j'ai trouvé, a fait plutôt une bonne entrée. Il a fait un bon retour à un moment où Brest partait au but. Je l'ai trouvé plutôt intéressant pour un joueur qui était diminué. Bon, je note ça. Vitinha, comme je l'ai dit, très belle première mi-temps, mais encore une fois, il y a 2 occasions franches en première mi-temps, donc c'est un match où il doit repartir avec un but. On sait très bien que ça change tout de suite la lecture qu'on a du match de Vitinha, s'il l'aimait, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'aime beaucoup ces renversements. Ça fait déjà un bout de temps qu'il fait les renversements. Ils sont assez rapides, ils sont assez précis, et vraiment, ça apporte beaucoup de fluidité au jeu. Vraiment, c'est quelque chose que je commence à apprécier vraiment chez Vitinha. Voilà. Par contre, en deuxième mi-temps, c'est pas du tout un leader. Il sombre avec tout le monde. Et c'est ça qui m'inquiète avec ce PSG, c'est quel joueur, quand ça va pas, est capable, en fait, de mettre le bleu de chauffe et emmener les autres. Certainement pas Vitinha. Et vraiment, son point faible se situe là, bien évidemment. C'est quelqu'un qui est un joueur d'équipe, pas de problème, qui peut faire des complémentarités, qui a du talent certainement, et qui est techniquement très bon, qui fait... Pour moi, Vitinha, il fait une saison quand même qui est assez agréable à regarder. Ses matchs au milieu de terrain ces derniers temps. Enfin, contre Lens, pareil. Alors, en deuxième mi-temps, c'était moins bien, mais en première, je crois, pareil, il avait fait une première mi-temps de très haute volée, Vitinha. En plus des buts quand même qui sont plutôt sympas. C'est vrai que cette saison, aussi en matière d'esthétique, encore hier, la volée d'Asensio est superbe. Faut noter qu'on met des buts
Bon, à part Colomani qui met que des buts de raccro, qui sont beaux quand même. Enfin, Mbappé contre Metz, les frappes de loin de Vitinha, celui contre Milan avec la percée de Warren Zaïre-Emery, et puis Mbappé... Enfin bon, puis ah oui, l'aile de pigeon d'Asensio pour Mbappé. Enfin voilà, on met des buts quand même qui sont assez sympas. C'est vrai, on peut pas se mentir là-dessus. Il y a une dimension esthétique qui au moins dans le dernier geste se retrouve. Asensio c'est bien, il sait se déplacer aux abords de la surface. Par contre, pour ce poste de relayeur, c'est vrai qu'il manque clairement d'explosivité, pardon, que ce soit avec et sans ballon. Par exemple, il dédouble pas quand Barcola va dans l'axe. Lui, il va plutôt être attiré par la surface. C'est très bien, c'est très bien. Je le verrais bien associé, enfin, dans ce rôle-là, avec Warren. Warren qui, lui, ferait beaucoup plus de différence ballon au pied. Dans les changements de rythme, il serait bien évidemment très complémentaire d'Asensio. Après, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'Asensio, ça a été très difficile. Probablement un des pires parisiens sur la seconde. Voilà. Mbappé qui est aligné en pointe. Déjà, rien que ce choix-là est intéressant parce que Colomani était sur le terrain hier soir, titulaire, et c'était pourtant Mbappé notre numéro 9. Alors qu'en Ligue des Champions, c'était Colomani qui était en pointe sur les gros matchs. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire vraiment que Mbappé est dans ce rôle de numéro 9, que Colomani du coup est considéré comme un ailier par Luis Enrique, qui aurait très bien pu mettre Barcola à droite, Mbappé à gauche et Colomani en pointe. Et pourtant, Colomani, visiblement aux yeux de l'entraîneur, n'est pas un attaquant. Et ça me fait un lien avec les pistes pour remplacer Mbappé. Je suis pas sûr que recruter un ailier en priorité soit judicieux. Alors bien sûr, dans le système de Luis Enrique, les ailiers ont un rôle quand même plus prépondérant que le buteur. Mais dans ce sens-là, tu as quand même Barcola, tu as du coup Colomani, tu as Dembélé. Je suis pas sûr que mettre 175 millions sur les AO, enfin, une telle somme, disons qu'une telle somme, je la mettrais plutôt sur un numéro 9. Sur un numéro 9 qui aurait quand même des qualités intrinsèques qui lui permettraient d'exister. Je veux pas croire qu'il y a aucun numéro 9 aujourd'hui qui existerait dans le système de Luis Enrique. Je veux pas croire qu'un Lautaro Martinez... Alors, Osimhen, c'est difficile de le placer parce qu'il sort d'un super match, d'une super CAN. Il est en train de faire une bonne CAN avec le Nigeria. Alors, c'est vrai qu'il faut placer le curseur au bon endroit entre la folie de la sélection nationale et le foot en club. Peut-être que les performances qu'il fait actuellement en club, ce serait difficile de les trouver. Mais moi, Osimhen, c'est vraiment une piste que l'année dernière, j'avais vraiment kiffé, quoi. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, qui harcèle pour aller presser un petit peu les premiers porteurs, c'est quand même très très intéressant. Enfin, remplacer Mbappé en foutant Barcola, Dembélé et Osimhen, ce serait quand même intéressant. Techniquement, dos au but, il a un jeu qui est quand même super intéressant, Osimhen. Enfin, pardonne-moi, c'est pas Gonzalo Ramos. La finition, et puis même la prise de profondeur aussi, il est assez intéressant dans cette dimension-là. Donc sur le PSG qui peut aussi adopter des phases de transition un peu plus rapides, un peu plus jouer sur la profondeur, des contre-attaques. Enfin vraiment, ouais, Osimhen, c'est vraiment un attaquant que j'aime beaucoup. Donc bref. Donc pour l'instant Mbappé c'est vraiment notre 9. Il a été bien pris par Chardonnay, le défenseur brestois, mais le comble c'est que Chardonnay est impliqué négativement sur les 2 buts qu'on met. Et c'est Barcola qui va le titiller, qui fait les différences sur lui, alors que Mbappé n'a pas réussi à les faire sur la durée du match. C'est vrai que c'est un match très difficile pour Mbappé. Je note son rôle sur le premier but, je crois que je l'avais pas dit dans le débrief hier. Sur le premier but, le fait qu'il décroche, ça libère de l'espace. Ça augmente l'intervalle entre les deux centraux. Et du coup, pour Asensio, ça libère vraiment beaucoup d'espace. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un bon mouvement. Après, techniquement, c'est vrai qu'il y a eu des gestes... En fait, ça a été assez hétérogène. Il y a eu des gestes de très bonne facture, des actions assez bonnes, et d'autres qui ont été jouées n'importe comment. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement, je sais pas si on se retrouvera demain pour parler mercato, puisque le mercato se termine pas mercredi soir, mais jeudi soir, jeudi 1er février à 23h59, fin du mercato. Donc peut-être qu'on se retrouvera que mercredi, si d'ici demain j'ai des choses à dire, des infos qui sortent, mais bon, pour cette fin de mercato les gars, vous voulez que je vous donne mon avis? Honnêtement, moins on fera de vidéos, mieux c'est. Parce que si on fait des vidéos, ça voudra dire que le club se sera activé sur 80% de chances que ce soit le cas, des panic buy.
Voilà. Donc, évidemment, je veux pas de tout ça. Je veux pas que le club panique et recrute au hasard sur la fin du marché. Donc voilà, peut-être les 10 euros, peut-être que ça se discute toujours. Bon bref, on va voir. Allez, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.